On met en place un tournage de film comme on met en place une cuisine. Oui, bien sûr. À chaque fois que je regarde un film de Tarkovsky, il me faut du temps pour en sortir. Il est joli ce rouge là. Il y a des rougets, il y a des dorades. Des dorades. On va prendre le poisson. Bien, il est quelle heure? Alors on va faire le poisson avec les capres et des tomates fraîches. Mais auparavant, on va... Parce que dans le montage, normalement, je réorganise tout. Je les aurais gardés, mais ça c'est un peu long pour l'ustensile dans lequel on va les cuisiner. Donc il va falloir couper un peu, un diffuseur, le feu, après on rajoutera un peu de vin blanc. Pour l'instant j'ai rajouté quand même un tout petit peu d'huile. D'olive. Ouais. Il faut faire baver tout le monde avec ces images. Je sais, c'est fondamental que l'opérateur soit une présence qualifiée pour qualifier la qualité du regard. Alors je ne sais pas si le... Tu veux voir? Non, non, oui, ce serait pas mal ça. Donc Ouais. tu peux Voilà, zoom arrière. Climat automatique. Hein. Alors l'une des choses les plus drôles, c'est que la mise au point en italien s'appelle fuoco. Fuoco? Oui, c'est le feu. Et bah oui, la caméra a été longtemps perçue et continue à être perçue presque comme un fusil, comme un moyen de toucher l'autre, de le blesser, C'est pour ça que c'est une arme, l'audiovisuel. Ça peut être très dangereux. Et si on n'a pas conscience de ce qu'on fait avec, on peut faire mal. On peut faire mal aux autres et on peut faire mal à soi. Ouais. Et comme dans ce cas, par exemple. T'es cadré déjà. Il y a une double dimension dans le choix du cadre. Il y a une dimension liée aux impératifs de production et de distribution. Et donc, ces impératifs-là peuvent t'amener à choisir un format plutôt qu'un autre. Mais il y a aussi les impératifs du récit. Quand j'écris déjà une idée, le rythme du tournage est déjà en moi. Et tout coule de source, quoi. Depuis la sortie de la première idée. Je vais récupérer du gros sel qui a déjà le goût de capre pour saler le poisson. Exactement, tout se transforme. Même le fait de faire rire peut avoir un sens et une nécessité. Peut avoir une fonction. Tu joues sur l'équilibre parfois, non? Oui, toujours. Parce que le cheval est un être vivant et le film est un être vivant. Le chevalier interagit avec le cheval qui est un être vivant, qui a sa propre force et ses propres faiblesses, qui a sa psychologie, qui a sa nature de cheval. Et qu'il faut respecter, sinon on n'est pas un bon cavalier. Deuxième fournée. Le bout de rattrapage. Un scénario nous fait découvrir un personnage. Et l'acteur habille le personnage, lui donne forme.
Les costumes habillent l'acteur et lui donnent de la crédibilité dans ce rôle. Et le décor finit par habiller tout ça. Donc le décor, c'est la dernière touche dans ce processus-là qui fait que ça soit crédible ou pas. Mais en même temps, un décor bien choisi, c'est un décor qui va faire épargner beaucoup d'efforts au spectateur, parce qu'il va déjà lui dire beaucoup de choses sur l'époque, sur les personnages, sur leur situation, sur leur psychologie, sur leur... Et un décor efficace est celui qui donne le plus d'informations sur tout ça, immédiatement, à partir du premier coup d'œil. Est-ce qu'un lieu de tournage doit, je veux dire, inclure en lui-même? Il doit déjà avoir sa propre histoire. Et il faut que cette histoire corresponde pleinement, dans certains cas, à ce que demande le récit. Dans d'autres cas, cette histoire peut correspondre à plusieurs réalités. Il suffit de changer de point de vue. Le ribat de Monastir a été un décor pour des dizaines et des dizaines de films. Certains ont raconté Jérusalem, d'autres l'Espagne, d'autres ont pu raconter le Brésil ou ailleurs. Donc tout dépend de la manière dont on l'habille. C'est comme faire une salade. Oh, oui. Les pommes de terre peuvent servir aussi bien pour faire la salade russe que pour faire des tapas. C'est toujours des pommes de terre. Il faut toujours être prêt à donner l'indication qui marche. L'indication que l'autre est à même de partager avec toi. C'est des clés en commun. Comment ? C'est des clés en commun. Oui, c'est des clés en commun. Mais on ne fonctionne que sur les clés en commun. Je ne peux te donner des indications que tu comprends que si j'utilise les clés que nous avons en commun. Ou si j'arrive à comprendre les tiennes. Et à part les mouvements de foule où il y a 300 personnes qui marchent dans le même sens, qui ne sont pas très compliqués, on peut être amené à donner des indications qui parfois ne sont pas comprises par la figuration. Alors tu peux dire, tu arrives 6 secondes après, ils ne sont pas capables d'évaluer les 6 secondes. Alors tu transformes le temps en espace et tu dis, tu arrives 6 pas derrière. Oui, on est tout le temps dans la thématique du cheval, hein, parce que on en avait parlé, l'animal qui se ramasse bien quand il se fait plaisir, quand il travaille bien, quand il a sa fougue qui est respectée. Et c'est cette fougue du cheval qui te porte aussi à avoir le courage ou ne pas l'avoir, d'aller vers les sentiers battus ou non battus, de sortir des routes, de découvrir d'autres chemins, d'aller plus loin. Bien. Et puis, une fois que l'opération est faite, théoriquement, il faudrait que le public applaudisse. Mais ça, c'est la grande inconnue. Encore une tomate. Donc ici, on est au cimetière du Gélès, qui est, on va dire, le plus grand cimetière de Tunis capitale. Ça se trouve sur une sorte de baie comme ça qui surplombe la ville. Donc ici, comme tu as vu, on peut voir Tunis-Ville, on peut voir le lac. C'est une vue super belle et dégagée. On n'entend pas la ville, mais on la voit. Je faisais une sorte de repérage, donc je découvrais les lieux, je faisais des rencontres progressivement. Et j'avais envie aussi d'avoir une petite caméra, comme ça, juste pour moi, pour me repérer dans l'endroit, pour voilà, me positionner physiquement par rapport au cimetière, voir un peu mes envies en image.
Et voilà, il y a un gardien qui est passé sur sa moto et il disait oui, mais vous n'avez pas le droit de filmer. Donc ils m'ont interdit de filmer parce que je filmais des gens qui travaillaient, qui sont considérés comme des mendiants, qui donnent pas une belle image, entre guillemets, voilà, du cimetière, de la Tunisie, on va dire. Ils ont pris la caméra et puis ils voulaient prendre la cassette et puis du coup. Moi, comme j'ai effacé ce que j'avais filmé et j'ai enregistré dessus tout le trajet, je voulais leur montrer. J'ai dit, mais non, mais j'ai pas filmé, moi, vous pouvez regarder. Enfin, on a négocié, on est arrivé au fait qu'ils m'ont redonné ma caméra, mais je suis sortie quand même avec l'interdiction formelle de plus revenir pour filmer les gens. Donc après, on est rentré dans des débats où genre, bah oui, mais je dois filmer, non, vous n'avez pas le droit. Du coup, c'était, vous pouvez filmer les lieux, mais surtout pas les gens qui travaillent. Mais quand je revenais, je savais très bien que les gardiens me surveillaient, que dès qu'il y avait quelqu'un qui travaillait ici, qui s'approchait de moi, que je connaissais, il s'approchait aussi pour marquer genre, bah non, le pacte c'était que tu filmes pas les gens. Et donc voilà, enfin, l'interdiction s'est faite comme ça, mais c'était quelque part pour le film, c'était bien, c'était une... يعيش. C'est pas du stress, j'aimerais bien comprendre ce qu'il faut ici. اي ماشي نورمال الحكايه فهمتوش على الجو انا داير. On me dit que c'était pas normal qu'ils passent par ici, ils étaient un peu louches. Et que s'il y a quelque chose, on peut passer le voir. Tu vois, il y a des gardiens gentils. Hein. Mais je pense que lui, il bosse pas avec l'administration, il bosse pour lui, quoi. Mais je suis revenue souvent pour rencontrer des gens, pour repérer. Ça a duré une année, la période où je faisais des allers-retours. J'enregistrais avec le dictaphone, tu vois, pour juste un peu dégager des thématiques et voir les choses qui reviennent, ce qui m'intéressait dans le lieu, quoi. C'est en venant ici, en rencontrant d'autres personnes qui y travaillent, en découvrant ce lieu, en y passant du temps, que ma perception du lieu a bougé. Donc j'ai pu découvrir des rapports assez divers à ce lieu que normalement nous on associe à la mort, à des choses tristes. Et le personnage du refuge, il est dans un rapport de lieu de vie, où il est bien, beaucoup mieux qu'à l'extérieur. Il parle de son espace à lui qui est le cimetière et du dehors qui ne lui convient pas. Ils vendent de l'eau, de l'eau que les gens mettent au-dessus des tombes ou avec lequel les gens lavent les tombes. Ils proposent de peindre. Ce qu'il me racontait, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il dormait dans le cimetière, il se sentait plus apaisé. Comment ce lieu est passé de lieu d'exploration humaine, d'exploration de thèmes, à un lieu de tournage? Je sais pas, mais ce moment-là, c'est comme si tu me disais comment on décide de faire un film. En tout cas, pour moi, c'est jamais aussi déterminé. Oui, ça se dessine en fait. Je peux pas le décrire de façon rationnelle en disant ce moment-là. J'ai su qu'il y avait un film à faire. C'est une aventure, quoi. Ça reste toujours une aventure. D'ailleurs, c'est ça qui est plus excitant, parce que si on est dans un déterminisme de dire ça sera un film, c'est comme si on renie quelque part l'expérience humaine et cinématographique. Et donc voilà, c'est pas une envie soudaine comme ça, totalement définie. C'est un intérêt, une interrogation, et puis on creuse, et puis on rencontre des gens, et puis ces gens te passent leur passion et leur rapport au lieu, et puis toi aussi tu construis un rapport au lieu forcément, et puis comme moi je pouvais plus les filmer eux, donc je retraversais le lieu avec leurs paroles et tous les entretiens que j'ai fait avec eux. Donc ça me mettait aussi dans un parcours, si je dis peut-être un peu initiatique vis-à-vis du lieu, tu vois. Donc c'était c'était une découverte pour moi, et voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Quand tu retraverses ce lieu, tu revois les gens que tu as rencontrés, ou tu revois les images du film? Oui, forcément, il y a des endroits qui me rappellent des choses. C'était un chouette tournage, hein. Je me suis vraiment bien... C'était la dynamique me convenait très bien. Et j'ai vécu des choses hyper chouettes. Mais le lieu est plus fort que le film, c'est-à-dire il est encore surprenant pour moi. T'as vu, aujourd'hui on est venu pour se poser ici, tourner. C'est passé 2-3 trucs où t'es là, c'est chouette. Enfin, les gens arrivent à se rencontrer.
Donc voilà, je pense que il est tellement fort que ce lieu qu'il est pas, que le film ne l'a pas conditionné à une certaine imagerie dans ma tête. Il le dépasse à chaque fois. Il se transforme, hein, tu le vois en été, au printemps. Comme il y a beaucoup d'espaces, il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup d'arbres. Donc l'image du cimetière, elle n'est pas figée. À chaque saison, il est différent. Là, ça fait 2-3 ans que je ne suis pas venue au printemps. Les reliefs se redessinent et se dessinent. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai une nostalgie pour certains endroits dans lesquels j'ai vécu des choses magnifiques. Donc voilà. Il est fâché parce qu'ils sont venus. Il va te cadrer ton truc. Il dit non, non, là, vous n'êtes pas en sécurité. Il va se mettre à côté du mur. Puis ça, ouais. Il a compris que tu vas tourner. Il a dit je reste tranquille. Et elle m'a dit عجبته البقعة. هذيك علاش قلت نحط في الكرة بلون. Il dit c'est bien d'avoir mis dans le sac. ما تخوفوش لا يتجاوب. لاباس سلامات. Je dis ne lui fais pas peur sinon il va se barrer. Je sais pas, peut-être qu'un film laisse une petite ficelle pour le prochain et puis ça se continue. Moi ce qui était important c'est la rencontre avec la ville. Et ce gamin il a jamais vu la ville et il a un regard un peu... comme il a un regard neuf et de quelqu'un qui ne connaît pas, donc c'est comme s'il relevait des choses dans la ville. Et puis la ville, elle est assez... elle a plusieurs aspects. Donc on a la ville, comme je disais tout à l'heure, de façade et la ville hors champ, délabrée. Donc c'est vraiment, si je le dessine, ça serait un point de descente comme ça, et comme s'il y avait une petite courbe où il pourrait remonter. La fin du film, on ne sait pas très bien ce qui se passera pour ce gamin. Puis, ce qui était intéressant pour moi, c'est de traverser ces lieux, ces espaces, ces énergies et ces gens par les comédiens, par la fiction, donc la fiction qui pénètre le documentaire. Donc voilà. Faut y aller, là. À mon avis, ouais, il n'arrête pas d'aller. Je pense qu'on a traversé le sujet. Oui, si tu as une autre question, tu me dis. Juste... Non, mais on va y aller. Ouais. Un pare-brise de voiture, c'est un écran de cinéma. Oui, ça peut l'être, parce qu'on voit la mort en face. Parce que quand on voit le papillon arriver, on se rend pas compte, on se dit non, mais il va glisser, c'est léger un papillon. Quand le papillon s'écrase contre la glace, c'est effrayant. Et je crois que c'est une partie du réel. Oui, c'est... Ouais. Pare-brise, c'est un écran de cinéma. Ouais, définitivement, je crois, ouais. Ah bah, les images défilent. Moi, dans mon travail, il y a toujours cette ambiguïté entre le réel et le filmique. En tant que réalisateur, j'ai toujours été dans une espèce d'approximation du réel et dans une espèce de relativisation, pardon pour le terme, de la fiction. C'est-à-dire que ce sont deux procédés qui sont liés l'un à l'autre. J'ai fait une série une fois, là où c'était un faux reality show, c'est-à-dire que on avait fait un casting, on avait réuni une famille, on avait fait de tout pour gommer et pour enlever le côté fiction de la chose, alors que c'était une vraie fiction, c'était un scénario. Et puis, ce qui était intéressant, c'est la réaction des gens par rapport à ça, c'est-à-dire que le public y a cru, et puis il y a eu une grande polémique autour de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et je trouve que ça, déjà, c'est très intéressant de voir jusqu'où on peut aller dans le jeu, et je dirais pas manipulation. Et en teintant les images plutôt de réel, pas de réalisme, je crois que le message passe mieux. Mais quand le message passe mieux à travers le réel, les réactions en sont plus vives. Et les réactions peuvent être un peu plus costauds. Voilà. Ça maintenant c'est du bitume, quoi, tu vois, parce que depuis qu'ils ont eu l'argent pour ce quartier, depuis qu'on a fait le film et donc il y a eu une espèce de machin, donc ils ont tout changé. Donc j'imagine que ça aussi ça a changé, tu vois. Et donc ce décor, ces décors-là n'existent plus. Mets l'autre photo, la première. N'importe. Tu vois. Ça, cette photo, c'est la plus large, c'est-à-dire qu'elle nous donne une idée sur le quartier, parce que ça,
En fait, ils ont même donné le nom de la rue qui s'appelle rue Columbia, quoi. Tu vois, c'est référence à la Colombie, à la drogue et tout ça, parce que le quartier il est super chaud, quoi. Et puis là, on voit déjà les murs, les craquelures, on voit aussi. Ici, il n'y a pas. Ici, c'est de la piste, quoi, tu vois. Quand on sort de ce quartier-là, on est dans un autre environnement complètement différent, qui est Sousse, qui est riche, machin chose et tout. Et là, et tout ça a changé. Tout ça. Donc, ce qui était intéressant pour moi, c'est de capter aussi toute l'ambiance du quartier, de capter aussi les existences de ces gens qui ont fait le quartier et qui ont été aussi faits par le quartier. Parce que là, c'est. Pourquoi tu as choisi le charbon? Le charbon, parce que la culture du graffiti en Tunisie n'existe pas, ou bien, oui, elle existe quelque part, mais ça reste toujours une subculture qui a un côté enfantin, c'est-à-dire que nous, quand on était gosses, on ne faisait pas vraiment de graffiti comme on les connaît en Occident, mais c'est juste on gribouille des choses sur les murs et tout, comme quand on est gosse. Et on utilise généralement de la craie ou du charbon. Le charbon, c'est plus organique et puis c'est plus proche parce que de toute façon, les gosses en Tunisie s'amusent à gribouiller sur les murs blancs et tout ça, donc ce qu'on voit ici. Donc je crois que le charbon, il est plus, comment dire, comme disent les Jamaïcains, plus roots, non? On est plus ancré dans la réalité, on est plus proche des gens avec du charbon. Et puis le charbon, c'est une matière organique, disons, qui nous rappelle plus ou moins d'où on vient, non? C'est un rapport à la mort, oui, je crois. Ouais. Ça tourne. C'est bon? Ouais, c'est bon. جيب اللسان تنجم تمشي حتى المخرة علاش خاطر بعد باش نطفيو الفيديو بروجيكتور باش يقعد كان اللسان تاعك يعني لا كونتينيتي تاع الفيديو تاع النهج. Enfin, le but, c'était d'immortaliser cette image-là à travers, c'est-à-dire de retrouver ce décor qui a changé. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ce travail rende le décor encore plus distant, non? T'as pas l'impression que...
Non, c'est-à-dire que... profondeur, Oui, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'on a mis une surcouche dessus et du coup on ne le reconnaît plus comme avant et puis c'est fou. Hein. Et presque on rentre dans le pictural là. Ouais, total. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je trouve que ça distancie encore plus le décor de nous, du film, même de la réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que le côté cru de cette image-là, de ce résultat qu'on a, c'est un peu ce qu'était le quartier, indirectement ce qu'était le quartier en 2003 quand on a tourné le film. Parce que le quartier n'est plus comme ça. Et je trouve que c'est en fait l'image dans l'image qui fait que je retrouve plus ou moins un peu aussi le côté cru de l'image et me renvoie un peu au côté cru du quartier qui n'existe plus. On dirait une radiographie. Oui, on dirait une radiographie, absolument, oui. Tu sais, voilà, j'ai trouvé le mot, ça a effacé la vie de l'image. En fait, je te parlais quelque part de comment filmer. Parce qu'il est toujours question quelque part de traduire les énergies par rapport à l'espace dans lequel on vit. Par rapport à l'espace et le temps évidemment. Et moi j'ai le sentiment, mais c'est probablement lié au fait que j'habite essentiellement Tunis, que Tunis et cet espace-là est un espace de grouillement, comme ça, que ça fourmille, qu'on est dans une très grande fois que tu accèdes à une expression, tu construis ta liberté. Et finalement, évidemment, la liberté, c'est quelque chose qu'on s'arrache. Et c'est vraiment une question de parcours personnel. La seule manière d'être libre, c'est de faire des choix, c'est de se lancer dans un parcours, d'accepter tous ces accidents, d'accepter ces déceptions, de s'en remettre et de continuer quelque part à se vouloir toujours digne, égal à soi-même, et si possible en harmonie avec ce qu'on pense, ce qu'on aime, ce qu'on désire profondément. Je ne suis pas dans une connaissance absolument technique des choses. En tout cas, je pense que le cinéma, en tout cas celui que je pratique et celui que j'aime, son challenge, c'est d'égaler la vie elle-même. Mais j'ai du mal à distinguer aussi la vie du cinéma aussi. Proximité, voire promiscuité, et qu'il me semblait que pour être juste par rapport à ces relations, à ces échanges, à ces rapports entre les gens, il fallait arriver à concevoir quelque chose dans la représentation qui puisse retranscrire tout ce qui peut se passer dans un même lieu, dans un même espace, dans une concomitance totale comme ça. C'est moi qui tiens la caméra. Alors. Pourquoi tu es venu ici, maintenant, sur cet endroit? Pour rencontrer un Mostafa, le joueur de cornemuse. Et parce que l'endroit est très beau aussi. Rencontrer ici, chez lui, dans la nature. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce lieu? L'horizon ouvert, l'air, la lumière, et une forme de paix. Pourquoi tu l'as choisi pour filmer? C'était d'abord le choix d'un Mostafa. Son rêve, c'était de construire une petite maison ici. Et je l'ai accompagné pendant la construction de la maison. Et le film, il a duré combien de temps? Presque autant. Qu'est-ce qu'elle dit? Il sort, il rentre, et par moments il nous regarde, et par moments il ne nous regarde pas.
Qu'est-ce que c'est un beau lieu de tournage? Un beau lieu de tournage, quand il y a une bonne énergie, quand les gens sont eux-mêmes, qu'ils ont assez de confiance en vous pour vous raconter leur existence, ce qu'ils font, ce qui les fait marcher, ce qui fait qu'ils sont encore debout. Quand on fait partie des gens qu'on filme. Comment tu les trouves, ces lieux? Habités, très habités par les gens, par leur histoire, parfois par l'histoire commune, parfois par des récits très personnels, chaleureux, parfois accidentés, parfois avec beaucoup de heurts, mais toujours traversés par des énergies de vie très importantes. Et tu te déplaces beaucoup pour les trouver, ces lieux? Oui, beaucoup. Il y a des lieux dont je rêve, il y a des quartiers que je veux vraiment traverser ou habiter, des gens que je veux rencontrer absolument. Et le tournage est souvent un prétexte pour ça, en fait. C'est un prétexte pour rencontrer les autres. Oui, absolument. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose que tu n'as pas dit, qui te semble important pour toi? C'est très important de disposer de sa parole, de sa conviction. C'est pas toujours donné. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, s'exprimer est le dernier des tabous. Le premier et le dernier. D'accord. Qu'est-ce qu'elle dit? Mon papa t'appelle. Viens ici. Elle dit j'arrive. Elle fait le messager. J'ai fini par comprendre que finalement, entre le bonheur et la liberté, je choisissais de très loin la liberté.